Monsieur Brahim Zitouni, bonjour. Bonjour madame. Alors la résolution du Parlement européen sur la situation des droits de l'homme en Algérie suscite de vifs critiques et indignation du gouvernement, partis politiques et société civile qui dénoncent une cabale mensongère et ingérence dans les affaires intérieures de l'Algérie. Que cache aujourd'hui, monsieur Zitouni, cette résolution qui revêt un caractère d'urgence dans son adoption? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Effectivement, c'est lorsque on lit ce communiqué, je l'ai vu deux fois, on relève ce qui est, de mon point de vue, de la calomnie, ce qui est au-delà de l'ingérence, ce qui est une malhonnêteté intellectuelle. Il y a dans ce communiqué des contre-vérités, des intentions malsaines, des façons de dire l'Algérie qui mène ou qui voudrait mener à son effondrement. C'est la philosophie qu'il y a derrière cette résolution. Et en ce sens, la réaction du ministère des Affaires étrangères est salutaire, mais pas simplement la réaction du ministère des Affaires étrangères, également celle des partis politiques dans leur écrasante majorité. Il y a un refus de l'État, mais aussi de la société politique et de la société civile de ce type de résolution, d'injonction, qui nous rappelle le socialiste Guy Mollet dans d'autres temps, c'est-à-dire le colonialisme socialiste, la social-démocratie néo-impériale. Et cette philosophie-là, en réalité, date des années 60. Lorsque Solzhenitsyn, un dissident russe, veut abattre l'Union soviétique, il le fait au nom des droits de l'homme. Il est récompensé en 1970 par un prix Nobel de littérature. Et c'est Jimmy Carter, en 1976, qui reprend l'idéologie des droits de l'homme pour abattre ce qui était le glacis soviétique. Et si on fait une différence entre un Jimmy Carter et un Ronald Reagan, l'un parlant d'idéologie, l'autre de guerre des étoiles, on voit bien que l'arme la plus puissante dans ce débat qui a traversé la société américaine est bien l'idéologie, et a posteriori, Jimmy Carter et son idéologie des droits de l'homme reprise en Europe a formulé un outil de guerre qui aujourd'hui fait de petits. Sauf que depuis l'URSS est devenue la Russie, la Chine a émergé, et ce qui était une idéologie de guerre s'est émoussé face à la volonté des peuples et d'autres alternatives qui ont émergé à travers la planète. Mais quel est le but aujourd'hui recherché par cette résolution? Semer le doute, la discorde, la haine et la division, quand vous avez cette déclaration du porte-parole du gouvernement qui situe les commanditaires. L'Algérie fait l'objet d'un flot ininterrompu d'agressions verbales qui nous parviennent de France. Est-ce qu'on est aujourd'hui en train de désigner du doigt les commanditaires de cette résolution? Oui, je voudrais d'abord souligner la qualité intellectuelle du dernier communiqué du gouvernement, en particulier de son porte-parole, une qualité littéraire, une qualité intellectuelle, une qualité idéologique au sein de ce communiqué qui tranche avec les communiqués précédents. Je trouve qu'il y a là des pistes intéressantes en termes de contenu idéologique et culturel. Et en réalité, les objectifs de la communauté européenne sont très clairs. Le combat est d'ordre militaire, avec une pression militaire exercée à nos frontières, en Libye et au Sahara occidental, mais aussi une pression idéologique, un rapport culturel que l'on veut imposer à l'Algérie. Et cette partie de la pression qui est exercée sur nous est tout aussi importante que la partie militaire. Alors, les objectifs dans le communiqué du porte-parole du gouvernement, il est désigné la France, non pas comme bouc émissaire, mais comme premier responsable de la situation. Et dans le communiqué, on voit bien qu'il y a un lien avec l'industrie de l'automobile, mais on pourrait y ajouter aussi l'industrie ou l'importation des céréales de France, les remous qu'il y a eu à l'OAIC, le fait que, comme par hasard, une cargaison venant de Lituanie hors de France soit indexée de cette manière-là, cache en réalité des enjeux autrement plus importants, comme si l'on voulait nous dire
qu'il ne fallait importer que de France les céréales. Et la preuve, c'est que la première cargaison venant de Lituanie, elle est punaisée. Et conséquemment, nous devrions revenir à des fournisseurs classiques. Vous voyez que la concomitance des choses, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, démontre qu'il y a une réaction française, une pression française sur l'Algérie à différents niveaux, pas simplement au niveau de la pression militaire à travers le Maroc et Guerguerat, mais aussi à travers l'idéologie. On cherche à nous imposer un rapport culturel en notre défaveur parce que les intérêts qui sont touchés sont tout simplement énormes. Mais justement, dans le communiqué du porte-parole du gouvernement, vous avez aussi, c'est-à-dire aujourd'hui, on pointe du doigt bien sûr les responsables de cette manœuvre politique aujourd'hui pour porter préjudice à l'Algérie, mais pas seulement, bien sûr, avec certaines ONG qui sont complices. Vous avez aussi cette déclaration, ce n'est pas la première fois que des lobbies évoluent au sein du Parlement européen, tentent vainement d'épingler l'Algérie sur le registre des droits de l'homme et des libertés individuelles en pendant des résolutions similaires au fil du temps. Ça deviennent ennuyeuses et provoquent un sentiment de déjà-vu. C'est-à-dire nous sommes dans un scénario, un bis repetita par rapport à ce qui s'est passé déjà à la même période de novembre de l'année dernière, 2019, juste avant l'élection présidentielle du 12 décembre. Ce qui démontre que nous avons une Europe qui est en crise. Lorsque, à répétition, on sort les mêmes communiqués, mot pour mot quasiment, c'est qu'il y a bien là une crise, et cette crise, elle est idéologique. C'est-à-dire que l'idéologie des droits de l'homme, dont nous avons parlé en début d'émission, celle qui prend ses racines chez Solzhenitsyn, celle qui a été portée à bout de bras par l'administration de Jimmy Carter, celle qui a fait des ravages en Europe en partageant les Européens en atlantistes et en anti-atlantistes, cette idéologie-là, aujourd'hui, est au bout du rouleau. Elle n'est plus crédible. Il y a tellement une politique des deux poids, deux mesures, il y a tellement d'attitudes à géométrie variable en fonction des intérêts de la CE ou des intérêts de certains pays de la CE, que ce type de communiqué n'a plus aucun impact idéologique. Ça démontre une seule chose, c'est que l'Europe, de manière générale, est en crise. Ça s'est manifesté par le Brexit britannique, ça se manifeste par la Hongrie et la Pologne qui ne veulent pas fonctionner dans le moule que veut imposer Bruxelles. Nous avons une CE en crise et il n'y a que cela qui peut expliquer ce type de répétition, ces récriminations cycliques sont le signe que l'Europe est malade. Mais que cache aujourd'hui cette résolution par rapport au timing actuel, la conjoncture actuelle que traverse bien sûr l'Algérie et la région à la fois? Alors, j'en vois deux essentiellement. La première qui est évidente, c'est que des intérêts sont touchés, les intérêts de la rente. Et ces intérêts de la rente ne sont pas simplement dans le pétrole et dans le gaz, c'est toute la redistribution au niveau du commerce extérieur, alimentée par la caisse pétrolière, qui sont des secteurs rentiers, qui sont aujourd'hui remis en cause par une dynamique anti-rentière, par une volonté de sortir de l'économie du monoproduit, du pétrole et du gaz, pour diversifier les produits, d'abord issus des rentes minérales, c'est-à-dire le fer, l'acier, et d'un côté à Rajbilet et de l'autre côté le phosphate de Djebel Ankh. Et la volonté de l'Algérie de diversifier des partenaires. Et justement, parce que nous diversifions nos rentes, nous diversifions nos partenaires, et cela gêne les milieux à l'intérieur et à l'extérieur qui sont appuyés sur cette rente. Ça, c'est le premier objectif caché. Le second objectif caché, à mon avis, c'est déjà un alignement sur les positions des démocrates américains, sur les positions de l'administration de Joe Biden. Nous avons aujourd'hui le parti de la guerre aux États-Unis qui a gagné. Ce parti de la guerre va reformater ses rangs, et je crois que la victoire de la Chine en Asie, en particulier avec cette signature d'un accord commercial qui concerne 14 pays asiatiques, c'est une victoire immense pour la Chine qui fait sortir sur le plan économique les États-Unis de la zone Asie, et comme elle sort sur le plan économique de la zone Asie, elle va se redéployer sur les zones européennes et africaines, et ce redéploiement européen correspond
à une redéfinition des priorités stratégiques de l'administration américaine, de la nouvelle administration américaine, déjà en fonction, déjà en grippe avec son appareil d'État, et ce sont les deux objectifs. Donc ça veut dire qu'en réalité, nous ouvrons une période qui va être difficile, d'où la nécessité pour les Algériens, pour le monde arabe de manière générale, de retrouver les voies d'un front populaire interne afin de renforcer notre densité nationale, mais ce n'est pas simplement une affaire d'armement ou de préparation militaire, c'est aussi une affaire de coordination culturelle, et je dois dire qu'à ce niveau, la politique culturelle qui est menée est tout simplement catastrophique. Nous avons un secteur de la culture qui n'est en rien au diapason des exigences. Prenons des exemples concrets. Hachette, éditeur français et dominant dans le secteur du livre. Il n'y a pas de politique du cinéma. Nous avons également une folklorisation des cultures populaires, et ça mène à une fragmentation, à une segmentarisation de la culture dans notre pays, là où il faudrait tout faire pour avoir une culture dirigeante d'homogénéisation des consensus, dans le respect, bien entendu, des identités plurielles. Mais est-ce qu'on peut faire le lien entre cette offensive européenne avec, bien sûr, la situation qui prévaut actuellement au niveau du Sahara occidental? Oui, je crois que on est amené à le faire. Vous savez, les dynamiques internes et les dynamiques externes sont rarement isolées les unes des autres. Lorsque l'on invite un pseudo-opposant sur France 24 et qu'en même temps ce pseudo-opposant se fend d'une lettre soi-disant anti-française pour ensuite monter au Parlement européen une cabale anti-algérienne, la division des tâches est ici évidente, et aussi évidente soit-elle au plan interne, elle est aussi évidente sur le plan externe lorsque des dynamiques guerrières sont menées au Maroc. Ce qui a changé par rapport à la situation de 75-76, c'est que la Tunisie n'est plus partie prenante de cette manœuvre, qu'aujourd'hui il y a un axe Alger-Tunis qui est tout à fait évident. Il y a une diplomatie tunisienne qui a retrouvé un élan populaire grâce à leur révolution de 2011. Quant à nous, le souffle de novembre a été largement prolongé par le Hirak du 22 février 2019, et c'est ce qui donne la force à l'État de se dresser face à de tels agissements, à de telles manœuvres. Il y a aussi un large consensus qui est en train de se dessiner au sein de la société civile pour dénoncer ces ingérences à juste titre. Mais par exemple, est-ce qu'on doit aujourd'hui, on ne doit pas perdre de vue, bien sûr, les instigateurs de cette cabale, et ne pas perdre de vue quand ce groupuscule, quand vous avez le porte-parole du gouvernement qui pointe bien sûr du doigt le pays qui est à l'origine de cette cabale menée contre l'Algérie dans le contexte actuel, et qui rappelle encore une fois que ces groupuscules sont encore en attente de la promesse de l'ancien président français de Nicolas Sarkozy, qui avait dit bien sûr aux opposants libyens, l'Algérie c'est dans 1 an, l'Iran c'est dans 3 ans. Est-ce qu'on peut considérer que c'était déjà dans les tablettes de ces pays de déstabiliser l'Algérie? Oui, je crois que c'était effectivement dans les tablettes. Vous savez... Il l'avait bien dit, on l'a vu la vidéo, tout le monde l'a vu. Oui, mais de façon générale, le mondialisme n'aime pas, soutient tous les ismes. Mondialisme soutient l'islamisme, le nationalisme autoritaire, le berbérisme régionaliste, le féminisme inconsidéré. Le mondialisme aime tous les ismes. Et je crois que nous ne pouvons pas confondre le théâtre des idéologies avec le sens des aventures humaines réelles, sociales. Et c'est le sens de l'aventure humaine de l'Algérie de novembre 54 qui a imprimé une dynamique historique non seulement à l'Algérie mais à l'ensemble des pays du Maghreb. Ce que je veux dire ici, c'est que ce communiqué du Parlement européen doit aussi nous poser question. La question fondamentale est la suivante.
doit-on sortir de l'accord d'association avec la CE, oui ou non? Parce qu'on ne gagne rien de cet accord d'association. L'accord d'association est le suivant. C'est nous vous fournissons les marchés et nous vous fournissons les idées. Et vous, en contrepartie, vous acceptez. Alors, M. Brahim Zitouni, moi je voudrais revenir avec vous sur ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction. Vous avez parlé un peu de la soumission par le biais d'accords d'association de l'Union européenne qui a été bien sûr négocié en 2005 et en 2002 et signé en 2005. Mais certains considèrent que cet accord n'arrange en rien l'Algérie, il est plutôt compromettant par rapport à l'article 2 de cet accord qui ouvre droit à l'ingérence de l'Union européenne dans les affaires intérieures de l'Algérie par rapport à la question des droits de l'homme, et c'est fortement stipulé dans l'article 2. Est-ce qu'à ce moment-là, on n'a pas su comment négocier? On a prêté le flanc pour une ingérence, directe ou indirecte? Oui, mais je crois que c'est ce qu'on appelle une intégration de la rente dans les puissances dominantes. Ce n'est pas simplement qu'on n'a pas su négocier, ce sont des forces sociales à l'œuvre, à l'époque, au sein de l'État algérien, qui ont tout fait pour signer cet accord. C'est un accord de la soumission, c'est un accord qui a foulé aux pieds la souveraineté nationale. C'est un accord qui nous a liés, pieds au point liés, au marché européen et à l'économie libérale européenne. Nous sommes donc aujourd'hui fondés, après le mouvement social de février 2019, à réclamer la sortie de cet accord, la dénonciation de cet accord, et ça ne veut pas dire que nous ne reviendrons pas ultérieurement sur une demande d'association, mais il faudrait qu'elle soit maghrébine. C'est-à-dire que lorsque la résolution du Sahara occidental sera réalisée, lorsque nous serons dans la voie de la réalisation d'un Maghreb des peuples, à ce moment-là, nous pourrons peut-être établir un accord d'association maghrébo-européen avec la CE sur une base beaucoup plus juste, parce que nous serons là, à ce moment-là, 100 millions d'habitants face à 400 millions d'habitants, ce qui sera beaucoup mieux que la venue en rang dispersé des pays du Maghreb dans des processus d'accords d'association qui nous imposent leur desiderata, leur considération. Et je crois que s'il y a une leçon à tirer des crises cycliques qui sont en train de se dérouler sous nos yeux, c'est retrouver notre autonomie décisionnelle, notre rapport bilatéral avec les pays européens, comme nous le souhaitons. Si nous souhaitons privilégier des relations avec un pays européen quelconque, eh ben nous pourrons le faire dans un cadre bilatéral, au lieu qu'on nous impose des conditionnalités d'ordre politique, c'est-à-dire d'ordre démocratique, mais en réalité d'ordre culturel, que nous ne souhaitons pas. Alors justement par rapport à ces questions qui sont aujourd'hui d'actualité, par rapport à cette résolution, et j'indique bien du Parlement européen et non bien sûr de la Commission européenne, est-ce qu'on peut considérer que parfois on utilise des moyens contournés pour s'exprimer indirectement, que les États utilisent ce moyen de s'exprimer pour contourner pratiquement leurs idées par le biais du Parlement, c'est-à-dire quelque part, on ne l'exprime pas pour ne pas créer justement un incident diplomatique, on préfère le faire dire par d'autres. Oui, mais là c'est une évidence, je veux dire, c'est parti des socialistes français, c'est la social-démocratie européenne qui a élaboré ce texte, et d'ailleurs elle en porte la marque, lorsque vous voyez les thématiques qui y sont abordées, c'est-à-dire la thématique démocratique, la question culturelle, en particulier la question des minorités culturelles, la question des droits des femmes, la question du positionnement de notre armée nationale populaire dans la structuration constitutionnelle qui est la nôtre. Tout cela montre bien que cela vient de la social-démocratie. Tout cela montre bien que cela vient de la social-démocratie française, qui est un adversaire intime, qui nous connaît mieux que les autres, et que nous aussi nous connaissons mieux que les autres. Et donc, lorsqu'on lit ce texte, on comprend parfaitement d'où vient le coup. Donc là, il n'y a pas de lézard. On sait parfaitement à quoi on a affaire.
Mais ça n'est pas une surprise, je vous ai dit et je vous le répète, aujourd'hui, il y a des remises en cause des secteurs de la rente liés à la France, et c'est ce qui explique cette résolution. Ça compromet les intérêts français en Algérie, c'est la raison pour laquelle il y a toutes ces attaques. Alors l'objectif, dans la lettre bien sûr du porte-parole du gouvernement, qui est aussi le ministre de la Communication, M. Ahmad Belhamel, vous avez l'objectif poursuivi en Algérie est on ne peut plus clair, éloigner l'armée nationale populaire de son rôle historique naturel de protection de l'État-nation. Il parle de l'État-nation, seul garant de la souveraineté nationale, du progrès et de la justice sociale. Oui, et là, je voudrais souligner quelque chose de très ironique de mon point de vue. Nous avons entendu les mêmes qui se pavanent au Parlement européen et leurs alliés algériens nous dire dans les rues « Madaniya la askaria ». Au même moment, je pourrais dire, en tant qu'Algérien et observateur de la scène politique française, « Qam'iyya la Shabiya ». Parce que ce qui se passe aujourd'hui en France, c'est la répression, la dérive autoritaire que nous voyons, pas simplement en France, dans plusieurs pays européens, dans plusieurs États européens, montre que le modèle libéral est en crise, qu'à ce modèle libéral de la crise, il y a une réponse autoritaire, une réponse antidémocratique, et c'est au moment où il y a une réponse antidémocratique de leurs propres aspirations sociales, de leur propre peuple, qu'on vient nous faire des leçons de démocratie en Algérie. Il y a là une ironie qu'il faut absolument relever. Alors, Qam'iyya la Shabiya pour eux, mais chez nous, il y a un processus qui a été enclenché par le mouvement social du 22 février 2019, par le Hirak Beni. Ce processus a mené non seulement à des élections présidentielles démocratiques, à un référendum qui a été largement discuté dans tous les réseaux sociaux, dans tous les médias et qui a été adopté de manière démocratique. Nous allons vers des élections législatives qui permettront de voir l'émergence d'une nouvelle élite qui porte une démocratie algérienne, c'est-à-dire une démocratie qui soit spécifique à l'état de maturité qui est le nôtre, à l'état d'avancée des luttes populaires qui sont les nôtres, et c'est cela qui est aujourd'hui nécessaire et urgent. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que nous sommes dans un scénario similaire à ce qui s'est produit en 2011 avec la Libye, où la question des droits de l'homme n'était qu'un prétexte pour éliminer Kadhafi et s'accaparer aujourd'hui, et on le voit au vu et au su de tout le monde, des richesses de ce pays? Alors, l'intention est la même, c'est la même logique, sauf que dans le cas de figure algérien, c'est un peu différent. Mais comment être prudent aujourd'hui? Est-ce qu'il faudrait renforcer les liens entre les Algériens, le front interne? Oui, consolider les acquis des Algériens. Consolider les luttes populaires, c'est-à-dire que le mouvement social a permis d'ouvrir des perspectives stratégiques nouvelles. Ces perspectives stratégiques nouvelles s'expriment à travers une démocratisation de plus en plus importante de nos institutions. Et l'Algérie s'inscrit dans cette vision de l'Algérie nouvelle. Mais bien entendu, et conformément aux aspirations du peuple. Tout à fait, sauf qu'il y a toujours des forces rentières encore nichés au sein du régime, qui vont vouloir saboter ce mouvement social. Il l'a bien dit, le président de la République, ouvertement. Et il en est parfaitement conscient. Alors ceux qui pensent que parce que notre président est malade, il ne dirigerait pas le pays, ils se trompent largement. Il y a eu un débat sur la question hier de la maladie du président de la République sur les médias français, où on dit que les Algériens n'ont pas de nouvelles de leur président de la République. Alors, il y a d'abord des communiqués réguliers de la présidence, ça c'est le premier point. Le second point, c'est que il y a plus que les communiqués, les visites régulières du ministre des Affaires étrangères Bourkadoum au président de la République, et lorsqu'il va au Nigeria, lorsqu'il s'exprime sur la question du Sahara occidental, lorsque le chef d'état-major s'exprime sur la situation de sécurité globale qui nous entoure, ce sont les directives du président de la République. Ce n'est pas parce qu'on a attrapé Covid qu'on n'est plus capable de diriger le pays. Alors, il a besoin d'une période de convalescence de quelques jours, et je suis certain que nous retrouvons le président de la République que nous avons connu, c'est-à-dire quelqu'un à l'esprit clair, aux directions d'économie entière, aux reclassements internationaux, aux nouvelles alliances, au travail d'une Algérie nouvelle. Alors vous avez aussi ces déclarations qui disent aujourd'hui l'Algérie est en train de payer les frais de ses positions stratégiques, inaliénables, soutien à la Palestine et la non-normalisation des relations avec Israël.
Oui, mais alors ça, Ça a été dit ouvertement par le président de la République, oui, en premier, qui représente l'institution de l'Algérie. il n'y a qu'à lire la presse israélienne pour s'en convaincre. Ceux qui ne veulent pas être convaincus par Siad el-Majid Tebboune peuvent lire la presse israélienne. Je la lis tous les matins, en particulier Haaretz et de Jérusalem Post. J'invite les auditeurs à suivre ce qui s'écrit sur l'Algérie dans la presse israélienne pour comprendre que ce sont là des évidences. Lorsque la presse israélienne se mobilise pour soutenir le Merzen, lorsque des cars touristiques sont envoyés à l'île de Djerba sous couvert culturel, mais pour faire en réalité de la politique, on comprend qu'il y a là une posture agressive d'Israël, et que cette posture agressive d'Israël, elle n'a qu'un seul objectif, faire tomber la seule armée qui lui a infligé au port d'Adabiya en 1973 une défaite cinglante sur le plan militaire, grâce aux Jounoud de l'époque et grâce aux Jounoud d'aujourd'hui, qui infligeront les mêmes défaites à ceux qui oseront s'approcher des frontières algériennes. Alors, question de l'auditeur qui vous dit: en tant qu'Algérien, je suis contre le principe d'ingérence. Je suis pour que les Algériens se mobilisent contre ce type d'ingérence à l'égard de l'Algérie, mais arrêtant d'accuser les autres de leur malheur. Alors, je suis d'accord avec lui pour dire la chose suivante. C'est que si l'impérialisme, pour donner un nom aux choses, joue sur le berbérisme, le féminisme, le nationalisme autoritaire, les sectarismes, nous en avons aussi une petite responsabilité. C'est-à-dire qu'il nous faut trouver les voies d'une démocratie réelle, les voies d'un dialogue politique apaisé qui remplace berbérisme par berbérité, islamisme par islam, nationalisme autoritaire par patriotisme, et à ce moment-là, nous retrouverons les voies d'un chemin, d'un dialogue apaisé, sans concession. Il y a des choses qu'il faut absolument corriger. C'est tout l'objet du mouvement social de 2019 qui a donné la force à certaines fractions au sein du régime de réaliser ces réformes. Mais attention, la bataille va être difficile. Les forces frontières en Algérie n'ont pas dit leur dernier mot. Il y a nécessité d'une mobilisation populaire pour, dans le respect des identités, dans le respect des avis des autres, trouver les voies et les moyens d'une démocratie spécifique. Mais quand vous parlez de dialogue politique, ouvrir les voies à une plus grande représentativité politique sans exclusion aucune, régler nos problèmes entre nous définitivement, en bien ou en mal, mais trouver des solutions. Oui, mais je crois que c'est en cours de... Il faut aller vers un débat sur toutes ces questions. Regardez, c'est en cours de nouaison. Prenons par exemple les partis d'opposition. Il y a les partis d'opposition qui étaient à l'image du régime qu'ils ont accompagné. Ceux qui se sont associés au régime de Bouteflika. On peut les citer, le RCD, Hamas, ces partis, le PT, ces partis qui ont toujours été associés à la gestion de Bouteflika et qui ont largement bénéficié de la rente. Et puis il y a d'autres partis d'opposition qui, eux, n'ont pas été associés. J'entends des voix dissonantes, celle de Gilles Jadid, par exemple, qui a une position honorable. J'entends celle de Ben Grina, qui a une position honorable. Ces gens-là n'ont pas été associés de façon directe à... même du FFS. Regardez, le FFS n'a pas pris de position, donc il y a un débat au sein du FFS quant à cette question-là. Voilà des attitudes intéressantes qu'il faut encourager pour reconfigurer une scène politique qui mérite d'atteindre la maturité et le respect non seulement de son État, le respect de son État dans la discussion démocratique. Alors vous avez aussi cette question de l'auditeur qui vous dit: aujourd'hui on parle de certaines organisations qui activent aujourd'hui pour la déstabilisation de l'Algérie. On parle de RSF par exemple, qui a réagi bien sûr à cette résolution, je l'indique encore une fois, du Parlement européen, et qui vous dit que RSF n'a rien d'une ONG, elle est un élément actif de la chaîne d'expression du soft power français à travers bien sûr le monde, bénéficiant d'ailleurs de soutien d'une forme directe ou indirecte du gouvernement français.
Comme c'est le cas de toutes les organisations également. Alors, on parle de la NED aux États-Unis, on parle des autres. Oui, alors c'est la même tendance idéologique, c'est-à-dire que l'idéologie des droits de l'homme a sécrété des appareils. Et la démocratie à travers le monde. Bien sûr, à travers, comme la NED, la National Endowment for Democracy, mais aussi RSF. Il n'y a qu'à écouter son ancien président pour comprendre à qui nous avons affaire. Mais ce qui me fait un peu mal au cœur dans ce communiqué de RSF, c'est pas tant le contenu que les signataires. Quand vous regardez la liste des signataires, vous y trouvez le SNAPAP, la Ligue algérienne des droits de l'homme, le CGATA, le comité de l'ACDA, le CFDA, c'est-à-dire des organisations syndicales ou de défense des droits de l'homme, ou qui se disent de défense des droits de l'homme, algériennes. C'est là où je crois que nous manquons d'une culture dirigeante. Il y a une grande faiblesse en Algérie, c'est que nous n'arrivons pas à produire une culture nationale dirigeante qui soit capable de nourrir la réflexion. Et ça, c'est la meilleure preuve que nous avons une politique culturelle en Algérie qui a totalement échoué, que ce soit avant le Hirak ou après le Hirak. Mais est-ce qu'il faudrait aujourd'hui aller vers un débat franc entre tous les Algériens, le débat contradictoire, l'encourager pour trouver des solutions de sortie de crise par rapport à la situation actuelle? C'est-à-dire, en fait, il y a eu, durant les années 90, des débats où toutes les tendances s'exprimaient ouvertement sur les médias et pour trouver une solution de sortie de crise. Oui, d'autant que les conditions... C'est ça les principes de la démocratie, de la nouvelle Algérie avec cette nouvelle vision. D'autant que les conditions de la manière dont c'est réalisé le Hirak favorisent. Nous avons eu un pacifisme exprimé par la société en général, pas simplement avec la société. Toutes ces tendances et ces diversités. Exactement. Culturelles. Et donc, nous pouvons nous appuyer sur un précédent, celui de février 2019, de ce pacifisme, pour considérer que les Algériens peuvent tout se dire, puisque en plein cœur du Hirak, ils se sont dit les 4 vérités. Pourquoi voulez-vous que cet instant d'authenticité, de vérité ne soit pas prolongé? Et il y a là matière à réflexion pour tous les militants politiques. Il faut prolonger le février 2019 dans la sincérité de nos discussions, en dehors de toute influence étrangère. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit: ne croyez-vous pas qu'il est temps pour nous, gouvernants, de lever ces secrets de manipulation au grand jour pour que le peuple puisse avoir confiance? Au diable, le silence au nom de la diplomatie, ou bien sûr, voilà. C'est ça. Il a raison et je ne peux que... Mais le communiqué de M. Belhimel est un peu plus clair, il faut le lire, il est sur le Moudjahid dans son intégralité, mais il pointe du doigt les responsabilités. Oui, mais il y a une idée supplémentaire dans ce que vient de dire cet auditeur. Il y a aujourd'hui à faire évoluer les médias en Algérie, les médias aussi bien publics que privés. Ces médias doivent s'ouvrir à toutes les tendances patriotiques, dans la diversité de leurs opinions. Il y a à faire évoluer les choses. Si je parlais tout à l'heure de l'action culturelle qui était déficiente, l'action du ministère de la Communication l'est beaucoup moins. La preuve, c'est que nous avons un arsenal juridique qui a été mis en place pour accompagner la numérisation de la presse, mais ça ne suffit pas. C'est une étape. Il y a d'autres étapes qu'il faut franchir. Ouvrir les médias et les faire évoluer, c'est un double mouvement, permettra l'expression démocratique des non-dits, de ce qui est caché, de ce qu'on ne veut pas dire directement. Et si pour des raisons diplomatiques on pourrait comprendre que l'État n'exprime pas de manière directe ses pensées, ses arrière-pensées, rien n'empêche les médias de dire les choses comme elles sont, afin qu'on ne puisse plus voir dans nos médias ou dans certains médias des gens qui reprennent à larges extraits les idées du Parlement européen sous couvert d'une démocratie mal comprise. Alors vous avez aussi cette autre déclaration de l'auditeur qui vous dit: ce n'est pas la position des gouvernements, c'est une déclaration du Parlement qui est libre de s'exprimer, par conséquent soyons responsables et prudents dans la réponse. Oui, les alliances avec les peuples d'Europe sont tout à fait ouvertes. On voit d'ailleurs de plus en plus de mouvements souverainistes en Europe, de mouvements populaires, de gauche ou de droite d'ailleurs, qui remettent en cause la CE et l'Union européenne en tant qu'idée, qui remettent en cause le marché libéral, qui remettent en cause la monnaie unique. Ce sont des alliés naturels et je crois que cet auditeur a parfaitement raison. Ne pas confondre le Parlement européen qui est
qu'une expression libérale dans ses formes, soit droitière, soit social-démocrate des États européens, et il faut privilégier le dialogue avec les mouvements populaires, qu'ils soient écologistes, qu'ils soient de droite, de gauche, et qui remettent en cause l'idée européenne telle qu'elle est imposée aujourd'hui au peuple d'Europe. Alors, mais les ONG aussi, vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit que ce n'est pas la voie des gouvernements, mais ils sont financés indirectement également par les gouvernements, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Comment on peut l'expliquer? Est-ce qu'on peut considérer que ces ONG, c'est les instruments de guerre modernes aujourd'hui qu'on peut mener à travers les pays, les médias compris, puisque vous avez des ONG et des médias qui participent aux attaques contre l'Algérie, on le voit actuellement à travers les médias français. Vous savez, je vais citer un auteur marxiste, Lénine. Il disait un adversaire militaire, on le bat sur son point faible. Un adversaire idéologique, on le bat sur son point fort. Et en réalité, toute la question est là. C'est-à-dire que à un appareil idéologique, il faut répondre par l'idéologie, et non pas par le militaire. Et à cet appareil idéologique qui est si puissant, il faut trouver les moyens d'un rapport culturel qui nous permettent d'amorcer une réponse culturelle et idéologique à une contrainte idéologique qui nous est imposée par l'Europe. Alors, autre auditeur qui dit, arrêtez aujourd'hui cette manipulation, le Parlement européen n'a fait que défendre les détenus et les opposants algériens. Oui, il les défend avec des arrière-pensées. Je vous signale qu'il y a aussi des Algériens qui défendent ces mêmes détenus, et qu'il y a parmi ces détenus, entre guillemets, des gens qui ont commis des délits condamnés par la loi. Lorsque nous voyons dans le communiqué européen une revendication qui est celle du drapeau amazigh, par exemple, qu'il est curieux quand même qu'un Parlement européen veuille nous imposer un drapeau qui, c'est vrai, a été réalisé à Saint-Denis, au cœur de la France, mais je trouve que ce genre de signes dans ce communiqué montre parfaitement que l'on veut faire une question kurde en Algérie. Que l'arrière-pensée, c'est la question kurde en Algérie, alors que tout le peuple algérien, Kabyle y compris, Chaoui y compris, Targhi y compris, Mzabi y compris, la refuse. Nous sommes tous pour une Algérie unie, démocratique et populaire. D'ailleurs, je vous signale que c'est le libellé officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Alors, autre question de l'auditeur aujourd'hui, on parle de renforcement du front interne, qu'est-ce qu'il y a de faire? Est-ce qu'il faudrait consolider les principes démocratiques pour la construction de cette Algérie nouvelle, contenu bien sûr dans la Constitution qui donne une part importante à la représentativité de l'opposition? Monsieur Brahim Zitouni, rapidement sur la question. Oui, la réponse doit être globale. Elle a des volets culturels, elle a des volets démocratiques, elle a des volets politiques. Les volets culturels, de mon point de vue, sont les plus importants. Il faut relancer une politique culturelle de haut niveau. Nous sommes dans une politique de la fragmentation, dans une politique culturelle de la fragmentation, là où il nous faut une culture politique nationale pour déboucher sur une hégémonie culturelle nationale qui permette l'expression diversifiée des opinions, mais dans un cadre général qui soit un cadre général national. Alors, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que ces questions géopolitiques sont devenues extrêmement importantes dans le contexte actuel? Oui, elles sont... Parce que les auditeurs vous disent, chaque fois on accuse les autres d'être à l'origine de nos malheurs, alors que nous ne trouvons pas des solutions à nos problèmes. Oui, nous sommes à l'origine de nos problèmes. Oui, mais une grande part de vérité, effectivement. Mais les questions géopolitiques sont importantes aujourd'hui. Oui, mais... La Libye aussi, on disait que c'était... Oui, on voulait leur importer. Ce que je veux dire à cet auditeur, c'est que je suis d'accord avec lui à partir du moment où il précise que c'est les forces rentières en Algérie qui veulent... nous laisser dans cette situation-là, et qu'aujourd'hui, nous avons des dynamiques entières qu'il faut soutenir. Alors, vous avez cette déclaration de Slimane Amirat, qui disait « Si j'avais à choisir entre la démocratie et l'Algérie, je choisirais l'Algérie. » Je dirais que je choisirais l'Algérie et la démocratie. Je savais que vous alliez dire les deux. Monsieur Brahim Zitouni, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. Moi aussi, j'ai choisi les deux. C'est moi qui vous remercie.